Bien, mesdames et messieurs, d'abord un grand merci d'avoir accepté de vous joindre à nous ce matin. C'est un point de presse qui n'a pas la prétention de couvrir la totalité des actions, des initiatives qui ont été imaginées, conduites et qui sont surtout conçues pour l'année qui s'ouvre, on va dire à partir de ce printemps. Je voudrais resituer les choses rapidement. Lorsque le président de la République m'a proposé de présider l'Institut du monde arabe, il m'a fixé un objectif, redonner à Lima des couleurs, de l'énergie, de la force et du rayonnement. Ce n'est pas une mince mission. 2 ans après ma prise de fonction, je crois qu'on peut constater les changements accomplis avec l'appui engagé, souvent enthousiaste, des équipes de Lima, de nos mécènes, dont certains sont parmi nous ce matin et que je salue, de nos partenaires en France, dans le monde arabe, en Europe. Et je crois qu'on peut dire que Lima est devenue une sorte de ruche, entremêlant les activités, les publics, fourmillantes de visiteurs et grouillantes d'activités. Ce regain de vitalité qui comporte sûrement même des imperfections, a touché, je crois, l'ensemble des activités de l'Institut. Les expositions, je n'y reviens pas puisque vous les avez suivies, l'Orient Express, le Hajj, le Maroc contemporain, le musée et ses très belles collections, son programme d'exposition temporaire, j'y reviendrai, la musique et la danse, qui en plus de proposer une programmation traditionnelle de très haute qualité, se sont ouvertes au hip-hop, à l'électronique et aux formes les plus actuelles, le cinéma, sous la forme en particulier d'avant-premières et d'autres événements, les rencontres et les débats qui ont réuni un public très nombreux dans le cadre de colloques, de jeudis de Lima, et à l'occasion aussi de rencontres spécialisées. Je pense au petit déjeuner économique du monde arabe que nous avons créé en 2014. Les cours de langue, j'y reviendrai, les actions éducatives qui attirent un nombre croissant de jeunes à Lima et qui, en même temps, poursuivent des activités de présence en dehors de Lima et en particulier auprès des publics dits empêchés et notamment en milieu carcéral. La librairie, qui s'est affirmée de plus en plus comme la librairie de référence du monde arabe. Même la bibliothèque, fermée au public depuis 2014 pour des raisons liées à sa rénovation, les travaux vont commencer très bientôt, elle sera réouverte à l'automne prochain, on a profité pour entreprendre une importante modernisation et préparer sa mue, et vous le constaterez, je répète, à l'ouverture. 2015 a démarré sur les chapeaux de roue, un forum international sur les renouveaux du monde arabe, qui a réuni à Paris les principaux penseurs et acteurs du monde arabe sur les thèmes de l'entrepreneuriat, l'éducation, l'énergie, la voix des femmes, la culture. 4 expositions sont programmées pour 2015. Je crois que c'est sans précédent dans l'histoire de l'Institut. Très bientôt, à la fin du mois, hip-hop du Bronx aux rues arabes, dont la direction artistique a été confiée à Akhenaton, le rappeur star du groupe IAM. Et cet événement, dont nous allons dire quelques mots, est soutenu par la ministre de la Culture, Fleur Pellerin. À partir d'œuvres plastiques et musicales inédites, d'objets phares de la culture hip-hop, de documents exceptionnels et d'archives, l'exposition retracera l'histoire de la culture hip-hop, de sa genèse aux États-Unis à son déferlement sur l'ensemble de la planète et en particulier dans le monde arabe. J'indique au passage, car c'est grâce à eux que nous avons pu
financer l'événement. L'exposition bénéficie du soutien financier de Coca-Cola France, de BenQ, de Bleu de Paname, de sonovant.com et dans un instant, Aurélie Clémenté-Ruiz, qui en assure le commissariat avec Olodie Bouffard, vous en dira un peu plus. Autre événement qui interviendra dans quelques semaines, les œuvres monumentales de Stéphane Pécréache, exposition qui présente les œuvres spectaculaires de cet artiste français dont le travail s'articule autour de 3 moments de l'histoire contemporaine liés directement ou indirectement au monde arabe, le printemps arabe, le conflit syrien et les journées tragiques qui ont touché Paris en janvier 2015. L'exposition, soutenue par la Galerie Valois, vous sera présentée par Claude Mollard, qui assure le commissariat de l'exposition avec Géraldine Bloch. Troisième événement, qui sera l'événement phare de la rentrée de l'automne, le 16 septembre, très précisément, Osiris, les mystères engloutis d'Égypte, des objets exceptionnels, pour une grande partie issus de fouilles archéologiques sous-marines, et beaucoup de ces objets sortant pour la première fois d'Égypte présenteront le rituel des mystères d'Osiris dans toute sa splendeur. Et l'exposition vous sera tout à l'heure présentée par Franck Gaudiot, archéologue éminent et mondialement reconnu, découvreur de ces trésors engloutis et commissaire de l'exposition. Quatrième événement, la première biennale des photographes du monde arabe, organisée en lien avec la Maison européenne de la photographie, dont je salue le directeur, et qui présentera une série d'expositions dans différents lieux, jalonnant le parcours qui se trouve derrière nous, vers l'île Saint-Louis et vers le Marais. Ce parcours entre la Mep et Lima pénétrera dans plusieurs galeries, Galerie Photo 12, Galerie Basia Mbiricos, Galerie Binôme, la Cité internationale des arts, le Square Barry, pointe de l'île Saint-Louis, et la mairie du 4e arrondissement, dont je salue le maire ici présent et que je remercie, et Graines de photographes. Elle vous sera présentée dans un instant par Jean-Luc Monterosso, directeur de la MEP, Gabriel Boré, le commissaire, et Claude Mollard. Alors, si nous allons jusqu'au printemps 2016, quelques mots pour dire qu'au printemps 2016, nous consacrerons une exposition, je crois, sans précédent, au jardin arabo-musulman. À cette occasion, un jardin éphémère exceptionnel d'environ 2000 m² sera créé sur le parvis de Lima. Cet événement placé sous le commissariat, mais l'événement, après le parvis, se déroulera à l'intérieur de la maison. Et cette exposition est placée sous le commissariat de l'historienne et archéologue Sylvie Depont. Elle traitera de toutes les facettes des jardins arabo-musulmans, leurs dimensions historiques, mythologiques, mais également elle sera très contemporaine, quelques mois après la conférence climat qui se tient à Paris, vous le savez, à la fin de l'année. Cette exposition vous sera présentée par Aurélie Clémenté-Ruiz et Claude Mollard. D'autres projets, mais je m'arrête là, je veux ne pas abuser de votre patience, sont en préparation pour 2016 et la suite. 10 siècles d'aventures sur les mers en coproduction avec le MUSEM de Marseille. L'islam, c'est aussi notre histoire. La route de la soie. J'arrête. Le musée de Lima, dirigé par Éric Delpont, présentera également, outre ses collections permanentes, plusieurs expositions dossiers tout au long de l'année 2015. En ce moment même, je me permets de vous recommander d'y aller si vous le souhaitez. Desdémone entre désir et désespoir, autour d'œuvres de Delacroix à aujourd'hui. Le commissariat est assuré par Marie Mertens et Édouard Vigneault. Autre projet décidé, les fables de Kalila et Dimna à partir de septembre. Annie Vernet, Nourri, Héloïse Braque de la Perrière, Éric Delpont en assure le commissariat. Les parures féminines à partir de janvier 2016. Le commissariat est assuré par Jamila Chakour. Bon, voilà une série d'éléments dont les différents responsables
vous diront un peu plus tout à l'heure. Mais on ne peut pas oublier un autre aspect qui est non moins important, qui est peut-être moins spectaculaire, mais indispensable et en plein développement. C'est, je dirais, l'IMA comme think tank, pour parler français. L'IMA comme laboratoire d'idées, comme lieu de réflexion, comme lieu de dialogue, d'échange. Et il est vrai que dans cette période, plus que jamais, nous avons besoin de nourrir la réflexion, d'enrichir le dialogue et de faire reculer les préventions et les préjugés. Il y a eu, tout à l'heure, je l'ai rappelé, le début de l'année avec les renouveaux du monde arabe. Dans quelques jours, les 5 et 6 juin prochains, auront lieu les premiers rendez-vous de l'histoire du monde arabe, créés sur le modèle des rendez-vous de l'histoire de Blois, que j'avais contribué à créer voici quelques années, dont le directeur Francis Chevrier sera le commissaire. Et au cours de ces 3 journées auront lieu, un peu partout dans la maison, débats, conférences, présentations d'ouvrages, projections de films, expositions. Ce sera un rendez-vous des historiens, mais aussi des éditeurs, des écrivains, des géographes, des sociologues, des anthropologues, des cinéastes, des photographes et des artistes. Et les sujets sont très riches, les villes plurielles, villes en révolution, Bagdad de leurs rêves et la guerre, Alep, la ville lieu de savoir, palais et citadelles, enfin j'en passe. Alors, le fonctionnement intellectuel de l'IMA, ce sont aussi des rendez-vous réguliers, pas seulement des événements exceptionnels comme les renouveaux du monde arabe ou les rendez-vous de l'histoire du monde arabe. Ce sont chaque semaine, et parfois 2 ou 3 fois par semaine, des débats, des rencontres sur des grands sujets sociaux, culturels, politiques, philosophiques ou poétiques. Les jeudis de l'IMA, animés par Mati Kabal, sont un rendez-vous hebdomadaire ouvert largement à ceux qui souhaitent y participer. Les prochains jeudis de l'IMA seront consacrés à des thèmes aussi variés que le patrimoine des chrétiens d'Orient, le monde arabe, hub culturel du XXIe siècle, musulmans d'Europe au quotidien, la deuxième guerre civile en Libye, banlieue, vous avez dit, apartheid, les jeunes créateurs palestiniens, avec en point d'orgue un concert du trio Joubran. Les jeudis de l'IMA, ce sont aussi des événements consacrés à quelques grandes figures. Bientôt, je crois dans 2 semaines, il s'agira de Salah Stétier, grand poète libanais, Georges Corme, John Wan, célèbre graffiti artiste qui interviendra dans le cadre de l'exposition hip-hop. Et en ce moment même, nous sommes réunis en haut, dans la salle du Grand Conseil, ou du Haut Conseil, pardon. En même temps, dans l'auditorium, toute la journée se déroule autour du sujet « L'islam politique, fin ou début d'un monde », un événement, un colloque, un dialogue, avec des intervenants aussi prestigieux que Régis Debray, Candido Mendes, Edgar Morin, Alain Touraine, Elie Bégy, Jean-Pierre Filiu ou François Burgat. Et parmi les innovations que nous introduisons pour les prochains mois, à la rentrée prochaine, Abdel-Nour Bidar, successeur à France Culture d'Abdelwahab Medeb, qui malheureusement a disparu, successeur à la tête de l'émission Culture d'Islam sur France Culture, animera un cycle de conférences sur l'islam sous la forme d'un jeudi de l'IMA, un jeudi par mois. Les cafés littéraires, animés par François Zabal, reçoivent continuellement et avec succès le mercredi un auteur pour un entretien à bâton rompu. Les petits déjeuners économiques du monde arabe, imaginés par notre secrétaire général et organisés par Adel Paria et son équipe, sont devenus un rendez-vous incontournable pour tous les professionnels, chefs d'entreprise, acteurs économiques, économistes, journalistes intéressés par les échanges économiques et commerciaux entre l'Europe et le monde arabe. Et le prochain petit déjeuner sera consacré au rôle de l'interculturalité dans les échanges économiques avec le monde arabe. Et puis il y a aussi, et
c'est ce qui parfois est le plus connu, le spectacle vivant à Lima. La saison 2015-2016, mise au point par Mohamed Metalsi, le directeur des activités culturelles, Rabat Mezouane et Dorothée Angèle, sera marquée par une programmation musicale, chorégraphique et théâtrale dense, mêlant les esthétiques traditionnelles aux formes les plus actuelles. Quelques dates à retenir, une en particulier parce que c'est dans quelques jours, et je me permets de recommander chaleureusement ceux d'entre vous qui sont intéressés et par le théâtre et par les combats très courageux que des femmes ici ou là mènent pour la reconnaissance de leur liberté et de leurs droits. C'est un groupe de Rabat, l'Aquarium, 3 actrices remarquables qui, après une véritable enquête quartier par quartier, ville par ville, sur, disons-le crûment, les relations sexuelles homme-femme, ou femme-homme, comme on voudra, ont réalisé un spectacle sans tabou qui aborde frontalement et avec humour des thèmes qui, évidemment, touchent au plus profond de l'imaginaire. Et c'est une des expressions, je dirais, de la liberté, qui n'est peut-être pas toujours complète, mais de la liberté réelle qui existe dans ce pays. Ce sera donc samedi prochain, à 20h, je crois, et ce sera suivi d'un dialogue et d'un débat. Autre date, le 27 mai prochain, le Weather Festival, événement culte dédié aux musiques électroniques, sera lancé depuis l'Institut du monde arabe avec une soirée consacrée notamment à Jeff Mills. 19 et 20 juin, 2 concerts exceptionnels de hip-hop autour d'Akhenaton. Le lendemain, ce sera la fête de la musique. À partir de septembre, un cycle de musique égyptienne. C'est le désir que, parallèlement à l'exposition patrimoniale Osiris, les mystères engloutis de l'Égypte, l'Égypte contemporaine, l'Égypte vivante, l'Égypte en mouvement, soit présente aussi, et pas seulement l'Égypte antique. Et ce cycle de musique égyptienne sur laquelle travaille l'équipe de Mohamed Metalsi brassera les genres musicaux aussi divers que l'oriental jazz, le soufi populaire, le classique populaire avec Mohamed Tarouat ou encore la world electro. Fin 2015 et 2016, dans le même esprit de se concentrer chaque fois sur des thèmes forts, un cycle autour du flamenco mettant à l'honneur les grands noms du genre. Premier semestre 2016, plusieurs concerts, hommage à la ville d'Alep, ville martyre, mais aussi cité mélomane, considérée comme, entre guillemets, l'oreille du monde arabe. Premier semestre 2016, la nouvelle scène algérienne sera à l'honneur, après le succès ici même de Babylone en 2014. Freak Lane et d'autres groupes viendront témoigner de la vitalité des musiques actuelles en Algérie. Et puis tout au long de l'année, c'est une tradition que nous avons instaurée voici 1 an, les soirées Arabic Sound System, que nous avons créées avec le producteur Pluriax, se poursuivront au rythme d'une par trimestre environ, autour de concepts nouveaux, et avec des DJ phares des scènes européennes et arabes. Le cinéma, qui connaît ici aussi un certain renouveau, des projections de films mises au point par M. Metalsi et Layan Shawaf, tout au long de l'année, et sous forme en particulier d'avant-première, ou de cycles de cinéma arabe ou de rencontres avec des cinéastes des pays arabes, ainsi que jusqu'au 19 avril, Lima est partenaire de la 10e édition du Panorama des cinémas du Maghreb et du Moyen-Orient qui se déroule à Paris et en Seine-Saint-Denis. Le livre et la lecture, autre domaine fort, clé. Je vous ai dit un mot déjà de la bibliothèque de Lima, dirigée par Jalila Boulalfaya, fermée, mais en plein travail, en pleine effervescence. Les espaces se rénoveront, se réouvriront. La volonté de diversifier l'offre documentaire, notamment les supports audiovisuels et numériques, d'améliorer le confort des usagers et de faire de la bibliothèque un lieu pleinement inséré dans les activités de Lima. Puis il y a
un projet qui pour l'instant n'est pas encore financé, mais on finira par y arriver, sur la numérisation des livres de langue arabe, pas seulement ici, un peu partout dans le monde arabe. La librairie de Lima, pilotée par Feriel Saadi, qui est en effet une librairie unique en France, va poursuivre son travail de diversification et sa politique de dédicace avec des auteurs français et arabes. L'enseignement de la langue arabe, c'est une question clé, une question capitale, qui me tient personnellement à cœur. D'abord, j'avais consacré beaucoup d'efforts quand j'étais ministre de l'Éducation nationale, et j'ai parfois regretté que ensuite cette volonté se soit un peu relâchée. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, à nouveau, le combat reprend pour que dans notre pays, dans ce pays où nous sommes, qui a une très ancienne tradition de lien avec l'Orient, on célèbre en ce moment François Ier à la Bibliothèque nationale. C'est lui qui a créé cette alliance avec Soliman le Magnifique, qui a, en créant ce qu'on n'appelait pas encore le Collège de France, demandé que parmi les langues enseignées ou les langues utilisées par ce collège, il y a à la fois le grec ancien, l'hébreu et l'arabe. Et il n'est pas normal que cette tradition ne soit pas non seulement perpétuée, mais renforcée pour des raisons intellectuelles, culturelles, économiques, je dirais, mais aussi politiques. Et que dans les institutions publiques ou parapubliques, la chance soit donnée à des jeunes ou à des moins jeunes de découvrir et d'apprendre cette belle langue. Nous avons confié le Centre de langue et de civilisation arabe à une personnalité qui a déjà fait la preuve antérieurement de sa connaissance, mais qui nous donne son énergie, c'est Nada Yafi, qui fut naguère ambassadrice de France au Koweït et qui est connue de ceux qui suivent les grandes rencontres entre les présidents de la République successifs et les chefs d'État des pays arabes comme la plus extraordinaire interprète. Mais ça ne suffit pas. Et là, en même temps, cette compétence linguistique qui fait qu'avec elle et toute son équipe, nous avons mis au point un programme de développement qui s'articulera autour de plusieurs projets, des séminaires sur mesure pour les entreprises désireuses de connaître le monde arabe, la préparation du diplôme de compétences en langue arabe, la participation à l'élaboration d'un référentiel pour la langue arabe dans la perspective d'une future certification officielle des différents niveaux de compétences en langue arabe qui sera attribuée par l'IMA et par ce centre. Et puis aussi, ce qui sera une nouveauté, une première, même en Europe, la mise en place d'un enseignement de la langue arabe à distance. L'IMA numérique, depuis 2 ans, déjà avant, mais on a accéléré le mouvement, l'IMA a résolument pris le virage du numérique en développant des projets digitaux innovants pilotés par Yanis Koikas et ses équipes du service de la médiation numérique. On l'a mis en application à l'occasion des expositions, et notamment le Maroc contemporain. On avait créé un webdog en lien avec l'exposition Maroc. La création de ce qu'on appelle Medelia, c'est un jeu vidéo pour les 7-11 ans autour du patrimoine de la Méditerranée, a été téléchargé plusieurs dizaines de milliers de fois en à peine 2 mois. Une plateforme numérique pour l'exposition Âge qui a été un grand succès. Enfin, je passe rapidement parce que je crois que maintenant, j'abuse un peu de votre patience. 2015, 3 projets phares seront mis en œuvre par le service numérique. La refonte du site Internet de l'IMA, rendue possible grâce au mécénat de compétences du groupe Altran, qui font un travail absolument remarquable. La mise en ligne du nouveau site est prévue pour le mois de décembre 2015. Le lancement de l'application IMAccessible, destinée au public handicapé, conçue avec l'association Interface Handicap et grâce au mécénat de la Fondation Orange. La production d'un webdoc sur l'histoire des Arabes. Et puis, la poursuite de la numérisation du fonds photo par la photothèque de l'IMA, qui elle aussi est une institution qui fonctionne avec beaucoup de dynamisme. Enfin, l'IMA, ce n'est pas seulement ici, ce n'est pas seulement dans ce bâtiment que vous connaissez. L'IMA, c'est une activité qui essaie de se
propulsée un peu partout à travers le pays et dans d'autres pays. Alors, il y a naturellement notre IMA sœur, si j'ose dire, l'antenne en région Nord-Pas-de-Calais. Nous y sommes présents depuis 2011, une programmation riche et variée, grâce à une petite équipe, très peu, 3 personnes, mais qui fait un travail absolument remarquable d'exposition, de concerts, de rencontres, de débats, d'ateliers et de cours de langue. Cette programmation se fait avec l'appui de la région Nord-Pas-de-Calais, et je voudrais remercier Daniel Percheron pour son soutien à la Sable, mais aussi de la métropole lilloise et des villes de Tourcoing et de Roubaix. Et nous sommes en lien avec de très nombreuses institutions localement, la piscine de Roubaix, le Grand Mix à Tourcoing, l'Université de Lille. Mais nous avons des ambitions plus fortes encore pour les prochains mois et les prochaines années. Nous voulons consolider le projet, développer les activités, assurer une implantation dans des conditions durables à Tourcoing, avec l'aide de Monsieur le maire et de Monsieur le président de l'île métropole et de la région. Et je pense que nous sommes en bonne voie d'y parvenir. C'est une construction, mais aussi une série d'activités qui nous permettra, sous la forme d'un statut juridique propre, un groupement d'intérêt public, de donner à l'IMA Nord-Pas-de-Calais une force, une puissance, un rayonnement qui peut-être incitera d'autres régions à aller dans ce sens. L'IMA est partenaire aussi d'événements très nombreux, je ne vais pas les citer, en France ou hors de France. Le Festival Arabesque à Montpellier, l'événement des dunes électroniques dans la région de Nefta, dans le sud tunisien, le soutien à la création de l'Université de tous les savoirs à Tunis, mais j'arrête là. Nous sommes en pourparlers avec de très nombreux pays. Les actions éducatives, elles aussi, tout à l'heure je l'ai dit, accomplissent un remarquable travail, notamment en lien avec la mission Vivre ensemble du ministère de la Culture, avec le ministère de la Justice. Nous avons signé récemment avec Madame Taubira une convention pour développer les activités en milieu carcéral. Madame Taubira est devenue une sorte de présidente d'un fan club. Elle est ici, chez elle évidemment, mais aucune exposition ne lui échappe, aucun grand colloque ne lui échappe. Et même, il est arrivé que, à l'occasion du Printemps des poètes, elle vienne sur scène dire de mémoire, je l'admire, des textes d'Aimé Césaire ou de poètes guyanais. Plusieurs actions pilotées par Radia Ziri et le service des actions éducatives sont prévues pour 2015 pour le jeune public et pour le public empêché, en liaison avec la Caisse des dépôts et consignations, avec la Maison d'arrêt de Versailles, grâce au mécénat de la Fondation EDF, avec la ville de Grigny, avec d'autres instances et activités, évidemment, en liaison avec le musée et nos expositions. Un mot sur la rénovation du bâtiment, avec le concours de l'architecte Daniel Vanish, qui a été choisi à l'issue d'un concours, et naturellement sous le contrôle éclairé et amical des architectes de cette maison, Jean Nouvel et Architecture Studio, l'IMA s'est engagé dans un projet de refonte de ces espaces. Le bâtiment mythique mérite d'être adapté. Il a plutôt pas mal vieilli, mais néanmoins, nous devons y apporter quelques améliorations, et en particulier refaire fonctionner ces fameux moucharabiers qui se trouvent derrière moi. Nous voulons refondre l'accueil, créer un pôle regroupant l'ensemble des activités pédagogiques et d'enseignement, aménager de nouvelles surfaces d'exposition. Ce n'est pas le moment de vous présenter ce projet. C'est Renaud Guiteau qui en est le pilote ici même et ses équipes. Cela durera 3 ans, à mon goût beaucoup trop long, mais bon, il faut bien faire avec les procédures et surtout, il faut que nous puissions arracher les financements qui sont promis, mais pas encore pleinement assurés. Enfin, je suis tenace, comme vous le savez, et j'espère que nous réussirons à obtenir des uns et des autres les financements par des mécènes, évidemment, et pas par l'État français qui,
déjà fait un très grand effort pour cette maison à travers le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, c'est la subvention la plus importante, le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale. Je voudrais aussi citer parmi nos grands mécènes permanents, Total, fidèle, absolument fidèle, Casino, idem, Lagardère, oui, quelques autres, je m'excuse si j'ai oublié, mais je le compléterai chemin faisant. Et je remercie d'ailleurs toutes les entreprises mécènes qui nous aident, sans lesquelles nous n'aurions pas pu, nous ne pourrions pas réaliser ces événements que nous avons créés et que nous préparons à créer. Je veux aussi évidemment remercier à nouveau les équipes de Lima, les équipes de programmation que j'ai citées, mais aussi peut-être ceux-là sont dans l'ombre, les équipes qui nous aident à faire vivre cette maison. Elles sont moins visibles. Je pense à l'équipe des ressources humaines, des finances et de la comptabilité, de la location des espaces, de la régie, du service informatique. Et je les remercie chaleureusement de leur soutien permanent et efficace. Un mot enfin pour remercier ceux qui sont les coupables de l'organisation de cette matinée, Catherine Lolès, Louma Salamé, Myriam Ketani, Salwa Alonemi, Aïcha Ouatri et Alexandra et Olivier. Je m'excuse si j'ai oublié des noms, je compléterai tout à l'heure. Voilà. Ma tâche est presque achevée. Elle consiste maintenant à donner la parole, si vous le voulez bien, en leur demandant d'être plus économes de leurs mots que je ne l'ai été moi-même. Autrement, nous serons là encore toute la journée. Et donc, quel est le premier intervenant? C'est vous. Donc, Aurélie, en l'absence d'Akhenaton qui est là dans une... qui d'ailleurs parle de hip-hop en ce moment, mais avec d'autres personnes. Donc Aurélie va nous faire une présentation courte, mais convaincante, de cette manifestation. Merci. Donc oui, Akhenaton s'excuse de ne pouvoir être aujourd'hui avec nous. Il est le directeur artistique donc, de cette exposition hip-hop du Bronx aux rues arabes qui ouvrira à l'Institut du monde arabe au public le 28 avril prochain. Donc on est vraiment sur la dernière ligne droite de l'organisation de ce projet. Vous ne l'entendez pas, mais aujourd'hui dans les salles, tout le monde travaille pour l'ouvrir. Les graffeurs sont là aussi pour commencer à créer les œuvres. Et cette exposition est pour nous un challenge. C'est la première fois qu'une exposition va être entièrement consacrée à cette culture, qu'est le hip-hop, une culture souvent considérée comme underground ou en tout cas limitée à une partie de la population et qui aujourd'hui est vraiment entrée en pleine lumière. Et l'exposition se veut le reflet de l'intégralité de cette culture. On a souhaité mettre en avant la créativité des acteurs de ce mouvement à travers une histoire, bien évidemment, puisque l'exposition va raconter comment est née cette culture aux États-Unis, à New York, dans le Bronx, au milieu des années 70, comment cette culture a ensuite envahi le monde entier et s'est implantée aussi en France dans les années 80, et comment aujourd'hui elle est la culture par excellence de la jeunesse dans le monde arabe. Et on a pu notamment le remarquer lors des printemps arabes, où finalement une grande partie de la jeunesse s'est exprimée à travers cette culture hip-hop. Donc on a voulu montrer cette diversité, cette universalité de la culture hip-hop et surtout ne pas l'arrêter au monde arabe. On nous dit souvent « Ah oui, mais c'est l'Institut du monde arabe ». Oui, c'est l'Institut du monde arabe. Mais ce monde arabe, justement, il ne s'arrête pas à ses frontières. Et ce qui est intéressant dans un sujet comme ça, c'est de pouvoir l'ouvrir, de pouvoir l'inscrire dans une histoire, l'inscrire dans un patrimoine, l'inscrire dans cette universalité qui fait le propos même et la spécificité même de cette culture hip-hop.
c'est aussi une culture, j'ai envie de dire, du do-it-yourself. C'est des gens qui, à la base, n'ont pas de formation spécifique, mais qui vont devenir des artistes, qui vont devenir des créateurs, que ce soit les rappeurs, que ce soit les danseurs, que ce soit les graffeurs. Ils vont créer quelque chose. Et c'est ça qui nous intéressait aussi dans le propos de cette exposition. On a travaillé sur ce projet avec un certain nombre de personnes, aussi bien des Américains, des Français que des acteurs du monde arabe, encore une fois, pour essayer d'être le plus complet possible. On ne peut pas aborder tous les sujets, mais en tout cas, essayer d'avoir un panorama global de ce qu'est cette culture et de laisser s'exprimer la jeunesse. C'est comme ça que l'exposition regroupera sur un peu plus de 1000 mètres carrés 200 œuvres. Alors, c'est aussi bien des documents d'archives, on a des vinyles, on a des flyers, on a des fanzines des années 70, mais on va également présenter des œuvres d'art contemporain, puisque les artistes contemporains se sont aussi inspirés de cette culture. On va avoir un certain nombre de créations d'œuvres inédites in situ, qui sont faites spécialement par l'exposition, et notamment des collaborations entre des artistes français, américains et arabes, encore une fois pour montrer le mélange de cette culture. On a voulu aussi immerger les visiteurs dans ce son qu'est le hip-hop, puisque ça passe en premier lieu quand même par la musique. Et on a créé spécialement une bande-son pour l'exposition. On a essayé d'immerger le visiteur tout au long du parcours dans cette ambiance sonore pour qu'il soit bercé par cette musique, qu'il comprenne aussi l'importance de ce son, l'importance aussi de ce que raconte cette musique, puisque ce n'est pas uniquement du son, c'est aussi des paroles, c'est aussi du texte. Et on s'est attaché particulièrement aussi à mettre en avant les textes qui sont repris dans le rap et qui sont d'ailleurs étudiés aujourd'hui dans toutes les grandes universités à travers le monde. Alors l'exposition va ouvrir sur un clin d'œil à cette culture, puisqu'on veut provoquer un choc visuel aux visiteurs qui vont arriver avec un mur de Ghetto Blaster graffé par plus de 40 artistes qui ont fait ça spécialement pour l'occasion. Et on a comme ça cette entrée directement dans cet objet un peu iconique, emblématique qu'est le Ghetto Blaster dans la culture hip-hop. La première salle de l'exposition parlera un petit peu de l'histoire, puisque c'est important, encore une fois, de raconter comment la culture hip-hop est née et comment elle s'est développée à travers le monde. Et puis ensuite, on a voulu développer surtout les différentes caractéristiques de cette culture, essayer de montrer ce qui la compose avec tout d'abord une installation qu'on a appelée « Allonger le son » et qui explique finalement à quoi servent des DJ, à quoi servent des beatmakers et comment un rappeur va poser sa voix sur un son, comment on va utiliser une musique préexistante et qu'on va retravailler, réutiliser pour créer une œuvre originale. Donc on est rentré dans le détail de ce qui constitue cette culture. On a notamment pu filmer DJ Cut Killer, qui est l'un des grands DJ historiques en France, qui va donner un cours dans l'exposition et expliquer comment il travaille. Et on a aussi pu faire la même chose avec des beatmakers. Pareil, on est allé voir Imhotep en France, on est allé voir aux États-Unis des beatmakers, et dans le monde arabe, et notamment Stomstrap et Galay, un Tunisien, pour montrer comment ils travaillaient. On les a lâchés, j'ai envie de dire, dans les discothèques de Radio France, qui nous a ouvert ses portes, et ils ont pu montrer comment ils se nourrissaient d'influences multiples pour créer leur musique. Tout le parcours ensuite de l'exposition va s'organiser autour de ce qu'on a appelé le mur du son, qui va nous permettre de diffuser du son, bien évidemment, puisque l'exposition, encore une fois, est sonore, mais aussi de montrer des œuvres et de raconter cette histoire du hip-hop. On va successivement parler notamment du rôle du hip-hop
contestataire, ou en tout cas ce qu'on peut expliquer comme moyen d'expression pour une jeunesse souvent en mal de reconnaissance, et notamment dans le monde arabe, avec une grande installation vidéo qui va être illustrée et mise en scène, j'ai envie de dire, par le graffeur Nacio, qui est à l'œuvre d'ailleurs actuellement. Et on va également faire des clins d'œil à tous ces héritages, puisque par exemple, on aura une installation qui va montrer comment la musique arabe traditionnelle, que ce soit Férouz ou Kalsoum, a pu être reprise et samplée dans la musique, du rap américain, et comment on a ce creuset-là qui crée à nouveau une nouvelle esthétique, un nouveau son. Alors, je vous disais des œuvres inédites créées dans l'exposition. Encore une fois, on a plusieurs graffeurs qui vont travailler in situ. On a notamment l'Égyptien Amar Aboubakr, le Tunisien Minouane. On a également le célèbre graffeur John Wan, alors américain mais parisien d'adoption, qui va créer une œuvre à 4 mains avec le Libanais Yazan, encore une fois pour montrer cette interconnectivité entre les artistes et ces liens profonds dans les œuvres qui ont pu être produites. Alors, je vais faire court, je sais qu'il faut que je m'arrête, je sais. Juste pour terminer, en parallèle de l'exposition, un catalogue sera publié, mais il y aura également un certain nombre d'activités. Le président a effectivement mentionné des concerts les 19 et 20 juin, faits notamment en partenariat avec le festival Paris Hip Hop et le soutien du Move. Et puis, on va essayer de faire venir aussi énormément d'artistes pour faire des rencontres avec ces artistes-là, des signatures d'ouvrages aussi quand ils ont pu en publier. Et je tiens aussi à remercier particulièrement le service des actions éducatives qui a mis en place, en parallèle de l'exposition, toute une série d'ateliers sur la danse, sur le graphe et sur le rap pour un jeune public, pour qu'il puisse aussi comprendre cette culture et mieux connaître finalement un son ou un imaginaire qu'ils ont tous, mais dont ils ne connaissent pas vraiment les origines ou les sources. Voilà, donc on a en parallèle de l'exposition tous ces événements, et j'espère que vous viendrez extrêmement nombreux à partir du 28 avril à cette exposition. Voilà, merci. Merci, merci. Donc, si Claude veut bien, Claude Mollard, dire quelques mots de l'exposition Pancrache. Quelques mots seulement. Donc, Stéphane Pancréac, je ne sais pas s'il est là. S'il est là, il faut qu'il vienne ici, non pas pour prendre la parole, puisque lui, il est chargé de peindre et de sculpter. Stéphane Pancréac nous propose une série de grandes toiles, d'œuvres monumentales, 8 mètres de long, 2 mètres de haut, sur le printemps arabe, ce qu'il appelle plutôt l'automne arabe. Bonjour Stéphane. Et donc, avec le soutien de Bob Valois, Galerie Valois, homme de culture s'il en est, discret aussi, nous avons pu réaliser cette exposition qui doit ouvrir le 11 mai prochain. Il s'agit donc de 5 grandes toiles et puis d'une sculpture d'une ville détruite. Donc, c'est ce que j'appelle de la peinture d'histoire au présent. On a fait, avec Picasso et Guernica, l'irruption de la peinture d'histoire au présent, en 1937. Aujourd'hui, le présent est également repris dans la peinture d'histoire grâce à ce travail de Stéphane, qui se distingue beaucoup de la peinture d'histoire d'autrefois. Vous voyez cette mosaïque qui se trouve au musée archéologique de Naples, venue de Pompéi, la victoire d'Alexandre sur Darius, 3 siècles plus tard. Ça, c'est de la peinture d'histoire. Bien, aujourd'hui, c'est quelques semaines plus tard. Et donc, vous verrez notamment la grande manifestation du 11 janvier, avec des personnages qui sont présents, mais en même temps qui sont floutés. Donc, ils sont plus dans la photographie, ils sont déjà ailleurs. C'est ce décalage que crée l'artiste. En même temps, il peint ces foules qui sont comme des foules anonymes, mais il met devant ces foules des personnages qui sont en général des victimes, des martyrs, traités à la Mantegna, mais des Christ de Mantegna inversés, en quelque sorte. Je ne vous en dis pas plus. Vous pourrez découvrir donc, à partir
du 11 mai, cette grande fresque monumentale de Stéphane Pincréac. Je peux dire juste quelques mots rapides. Je n'avais pas du tout prévu de parler d'ailleurs. Mais cette exposition, l'importance de cette exposition, pour moi, rejoint tout à fait ce que vous disiez tout à l'heure. C'est-à-dire que je crois fondamentalement à l'espace méditerranéen et au lien indissoluble entre la culture arabe, orientale et notre culture. Et je tiens, en fait, avec cette exposition, encore une fois, à faire acte d'une position à la fois esthétique, évidemment, puisqu'il s'agit de peinture et donc il est question de forme, mais aussi politique, dans un moment où c'est peut-être un cliché, mais il faut sans cesse le répéter, il est absolument impérieux de continuer à tisser ces liens et à marquer le fait que notre histoire est absolument commune et que si nous n'en sommes pas conscients, on se dirige vers ce qui d'ailleurs se produit, la barbarie. Voilà, merci. D'Akhenaton à Osiris, d'Akhenaton d'aujourd'hui. Donc, Franck Gaudiot, hein, d'un mot, mais ai-je besoin de le présenter? Il est un archéologue illustre, président de l'Institut européen d'archéologie sous-marine. Il est archéologue depuis quelques années, une trentaine d'années. Il a initié et dirigé les fouilles sous-marines en baie d'Aboukir, où ont été découvertes les villes égyptiennes antiques d'Héraclion et de Canope. À Alexandrie, il a découvert le fameux Portus Magnus, le grand port des Romains. Ce n'est pas le sujet de l'exposition. Il est également cofondateur du Centre d'archéologie maritime de l'Université d'Oxford. Et l'exposition Osiris, mystère englouti d'Égypte, dont il est le commissaire, est directement issue et le fruit de son travail scientifique, de son travail sous la mer. Elle présentera 290 objets, la plupart provenant des fouilles sous-marines, et une quarantaine d'objets prêtés de manière tout à fait exceptionnelle par les musées du Caire et d'Alexandrie. Donc, si vous voulez bien, Monsieur Gaudiot, vous arrachez de la mer pour nous présenter ce magnifique projet. Mesdames et messieurs, bonjour. L'exposition Osiris, mystère englouti d'Égypte, aura comme thème le grand mythe fondateur de l'Égypte antique, le mythe d'Osiris. Elle illustrera aussi par un exemple particulier comment ce mythe était annuellement commémoré, renouvelé et perpétué dans tous les grands sanctuaires de l'Égypte antique lors d'une cérémonie qui durait 21 jours et qui était appelée la célébration des mystères d'Osiris. Osiris, apporteur de la civilisation sur Terre, fut tué par son frère Seth. Son corps, démembré en 14 fragments, fut éparpillé et sa femme et sœur Isis put récupérer les 14 fragments, les rassembler, recomposa le corps de son mari et frère Osiris et grâce à ses pouvoirs magiques fit en sorte qu'ils puissent revivre le temps d'engendrer avec lui leur fils Horus. Horus qui, vainqueur de Seth et des forces du mal, deviendra pharaon d'Égypte et tout nouveau pharaon sera un Horus. Cette cérémonie qui durait 21 jours était la cérémonie probablement la plus secrète, la cérémonie initiatique la plus secrète d'Égypte. Il se trouve qu'au XIXe siècle a été retrouvée une stèle qui s'appelle la stèle du décret de Canope et qui mentionne que dans un lieu particulier qui s'appelle Héraclion et en son grand temple d'Amon étaient célébrés ces mystères et qu'à cet endroit
cette cérémonie se terminait d'une façon tout à fait particulière lors du 21e jour de la cérémonie par une grande procession nautique qui emmenait le dieu qui avait repris vie à son sanctuaire dans une ville qui s'appelait Canope. Or, l'Institut européen d'archéologie sous-marine a pu retrouver ces deux villes et ces deux sanctuaires. Et en effectuant les fouilles sur ces emplacements et sur ces sanctuaires que l'on a pu identifier grâce à des monuments inscrits, on a retrouvé de bien étranges monuments et objets qui ont trait et qui sont liés directement à la cérémonie des mystères d'Osiris. Et donc, cette exposition va montrer comment cette cérémonie avait lieu dans le temple d'Amon de la ville d'Hérakléon. On savait que lors de cette cérémonie, 2 statuettes à l'effigie du dieu étaient fabriquées. Une statuette avec le limon noir du Nil mêlé avec des grains d'orge que l'on arrosait et qui germaient, et une autre statuette qui était faite de pierres précieuses pilées, d'onguents et de matières odoriférantes. Les textes disent que par les prières, les libations avec l'eau lustrale, il y avait des transmutations de ces matières et le dieu prenait corps dans ces simulacres. Des objets, des instruments rituels, des monuments ont été retrouvés dans le temple d'Hérakléon et tout autour de ce temple qui illustre ces cérémonies. L'exposition donc des mystères engloutis d'Égypte a son titre particulièrement légitime, car les mystères sont bien ceux que nous allons montrer, engloutis car ces villes sont englouties. Cette exposition sera composée de 293 objets. 250 objets proviennent de nos fouilles, et notamment nos dernières fouilles, les fouilles de ces 7 dernières années, avec des objets qui n'ont jamais été vus du public et qui seront montrés donc pour la première fois. Elle sera aussi complétée par 43 objets d'une importance insigne. Certains monuments parmi ces 43 ne sont jamais sortis d'Égypte et viendront célébrer les mystères à Lima. Ça sera un événement, je pense, tout à fait exceptionnel. Il y aura des visuels et des films sous-marins qui permettront aux visiteurs de se replonger sur ces sites engloutis. L'exposition présentera d'abord le mythe. Ensuite, il emmènera le visiteur sur les lieux des mystères à Hérakléon et à Canope. Le visiteur pourra suivre cette longue procession nautique entre Hérakléon et Canope, où le dieu était transporté vers l'ouest sur sa barque de processionnel dorée. Et le visiteur pénétrera à Canope, et à la fin de l'exposition, il pourra voir comment ce mythe d'Osiris s'est perpétué dans le temps et dans l'espace. Je pense que les visuels et les films permettront aux visiteurs d'éprouver les mêmes émotions que celles que nous avons éprouvées quand nous avons retrouvé ces objets mystérieux au fond de la Méditerranée. Merci beaucoup. Alors, tandis que nous serons conviés à ce voyage magique et pédagogique, magique surtout, la première biennale de la photographie ou des photographes du monde arabe se déroulera en un autre lieu, à l'Institut du monde arabe. Alors, ce sont 3 personnes qui en ont la responsabilité, Claude Mollard, mais Jean-Luc Monterosso, le patron de la Maison européenne de la photographie, qui organise des expositions fabuleuses tout au long de l'année, Gabriel Boré, éminent spécialiste, et qui lui est le commissaire de cette exposition qui, je le répète, se déploiera, se déroulera ici, dans l'ensemble du quartier, l'île Saint-Louis, le Marais, à travers des galeries et d'autres lieux publics. Alors, est-ce que
Ces trois personnes peuvent en dire un mot ou pas? J'invite Christophe Girard, le maire du 4e arrondissement, qui est partenaire de cette manifestation, de bien vouloir... Monsieur le maire du 4e arrondissement. Jean-Luc Monterosso, de bien vouloir venir aussi. Gabriel Boré, de bien vouloir venir. Comme vous voyez, cette exposition, c'est plus qu'une exposition, c'est une manifestation, c'est un collectif passionné de partenaires qui vont pouvoir circuler entre la MEP et Lima, de la MEP à Lima, de Lima à la MEP, en s'arrêtant à Graines de photographes, à Photo 12, à la galerie Bazien-Embericos, Galerie Binôme, la Cité internationale des arts et la mairie du 4e. L'idée, en deux mots, c'est non pas de faire une rétrospective ancienne, mais de montrer des photographes, arabes ou pas arabes, ayant un regard sur le monde arabe, mais aujourd'hui. Et donc, Gabriel Boré et Géraldine Bloch, qui pourraient nous rejoindre aussi pendant qu'elle est là, qui travaillent directement avec Gabriel, font une sélection, mais en liaison avec ces différents partenaires. Donc nous aurons un panorama aussi large que possible qui va être présent donc, du 10 novembre jusqu'au début du mois de janvier. C'est une première. On espère bien qu'elle va faire des enfants. L'Arsenal devait être partenaire, pour différentes raisons, n'a pas été. Et nous sommes certains que peu à peu, nous aurons ce rendez-vous photographique important. Monsieur le maire. Écoutez, moi je trouve qu'on parle trop, donc je vais être très court en ce qui me concerne. Simplement, pourriez-vous demander pourquoi une mairie d'arrondissement vient finalement dans ce parcours? Mais comme Jack Lang l'a dit tout à l'heure, l'Institut du monde arabe s'est ouvert sur la ville aussi. Et c'est vrai que lorsque je vois que le projet de jardin que vous avez n'est pas de refermer l'Institut, mais de l'ouvrir, c'est en effet ça, le monde globalisé, c'est celui qui, dans le détail, sait prendre attache et attention à la vie quotidienne. Et puis, il n'y a que la Seine qui nous sépare. Et puis, vous savez, une mairie d'arrondissement, c'est la mairie d'une petite ville de 30 000 habitants et de 150 000 dans la journée. Donc, ce sont des petites villes à part entière. Et que la mairie, telle qu'elle est aujourd'hui, c'est un centre civique, c'est une maison commune et c'est un centre culturel. Donc, il me paraissait naturel, lorsque Claude Mollard, Jean-Luc Monterosso, qui sont des complices de très longue date, ils sont juste derrière moi. Mais quand Gabriel Boré et Géraldine Bloch, dans mon bureau, m'ont expliqué, montré le travail magnifique de Pauline Beugny, et que cela concernait la génération Tahrir, ça m'a semblé tellement naturel de leur dire oui, qu'on le fasse, qu'il n'y avait pas 36 réunions à faire, mais simplement de le faire. Voilà, donc nos mairies sont des lieux ouverts sur la ville qui doivent participer à ce miel dont vous parliez, ce miel de votre ruche, car en effet, l'imagination, est devenu en effet un lieu savant et populaire, et je vous en remercie pour Paris. Jean-Luc Monterosso. Oui, je vais essayer d'être très court. D'abord, merci Jack Lang, parce que c'est à votre initiative que cette biennale, cette nouvelle biennale va avoir lieu. Et je remercie également Christophe Girard qui a adhéré immédiatement, parce que Christophe Girard, c'est aussi un membre du conseil d'administration de la Maison européenne de la photographie, et il nous soutient depuis de très longues années. Alors, je retrouve aussi ici Claude Mollard pour coordonner un peu ce projet, ce beau projet. Je dirais que c'est un festival qui vient à point nommé, parce qu'actuellement on assiste à une émergence de la création, de la jeune création photographique dans les pays arabes. On assiste aussi à des initiatives qui se développent, que ce soit des projets, comme par exemple des projets de musées de la photographie au Bahreïn, par exemple, ou à Dubaï. Il y a une maison de la photo à Tunis. Et il y a également un projet de musée de la photographie à Marrakech. Et donc, je crois que c'est le bon moment, effectivement, pour faire connaître cette photographie et ces initiatives au public parisien. Voilà. Alors, le commissariat a été confié à notre ami Gabriel Boré. Et donc, je vais lui laisser la parole pour qu'il vous parle un peu du programme. Et je pense que c'est une superbe biennale qui viendra en alternance avec le mois de la photographie. Et j'en suis très heureux, je m'en réjouis. Merci. Merci, en deux mots, parce que l'heure tourne. Je crois que tout a été dit du point de vue logistique, c'est-à-dire que c'est vraiment un projet collectif qui réunit des entités qui ont des vocations différentes.
Lima, ici, a une très grande connaissance du monde arabe sous ses différents aspects et développe des expositions multidisciplinaires. La photographie est une des disciplines. Ici, on est d'ailleurs dans une salle qui est entièrement bordée de diaphragmes photographiques qui vont être bientôt restaurés. Et c'est une métaphore, en fait, de la photographie. J'insiste beaucoup, mon rôle est vraiment de fédérer des énergies différentes, de fédérer aussi des projets différents. C'est-à-dire qu'ici, il y aura une exposition collective qui va interroger, comme on disait tout à l'heure, le monde arabe d'aujourd'hui, pas seulement vu par les photographes arabes, mais aussi vu par des photographes étrangers. Mais dans d'autres lieux, il y a d'autres types de projets, des expositions monographiques à la MEP, dont une partie ou la totalité sont entièrement dédiées à l'image du monde arabe. Mais on a aussi, par exemple, à la Cité internationale des arts, une ouverture d'ateliers d'artistes du monde arabe résidents. Ce sera une forme un petit peu nouvelle, une façon un peu différente de présenter les jeunes créateurs. Graines de photographe va proposer un workshop, une série de workshops qui vont montrer le monde arabe en dehors de ses frontières, notamment en particulier à Paris. Donc, en fait, j'essaye de fédérer, de mettre mon énergie pour fédérer des projets différents, des visions différentes aussi, parce que dans tout cet ensemble, il y a bien sûr une vision documentaire avec Géraldine Bloch, qui est un peu la tête chercheuse, je dirais, dans le domaine de la photographie ici. On essaye de voir comment aujourd'hui un photographe montre le monde arabe sous des visions poétiques, des visions documentaires, des visions esthétiques. Donc il y a une pluralité d'écriture et il y a une pluralité aussi de façon d'introduire la photographie parlant du monde arabe. Et Jean-Luc a tout à fait raison de dire que je crois qu'à Paris, le moment est venu de s'intéresser et de mettre en évidence ce qu'il est en train de se passer sur le plan photographique dans le domaine du monde arabe. Et je crois que ce premier pas est exploratoire. On n'a pas la prétention de dire tout d'un seul coup, de façon concise. Ce n'est pas une thèse sur la photographie du monde arabe ou sur les photographes arabes. C'est un premier pas et j'espère qu'il sera suivi dans 2 ans puisque nous avons pris le parti d'être une biennale. Merci en tout cas. Et je veux remercier aussi beaucoup tous les partenaires, les participants, les galeries qui nous épaulent dans ce projet parce que c'est aussi un peu comme le mois de la photo qu'a créé Jean-Luc Monterosso. C'est un projet qui fédère différentes énergies. Merci à vous. Quelques mots à présent, peut-être plus courts, puisque c'est pour le printemps 2016, sur un sujet passionnant, les jardins arabo-musulmans. Et donc Aurélie Clément-Ruiz et Claude Mollard évoqueront rapidement ce projet, pour lequel d'ailleurs vous avez une brochure dans vos documents. Oui, là aussi, il s'agit essentiellement de présenter ce dossier. On aura l'occasion certainement de donner une autre conférence de presse au moment où l'exposition ouvrira. Les jardins arabo-musulmans, c'est une exposition en 2 parties. Aurélie va vous dire un mot sur la partie intérieure, sur l'exposition. On commence par une exposition qui va parler des mythes des jardins arabes, en remontant le plus loin dans l'Antiquité, jusqu'à la ville du futur, c'est-à-dire le jardin dans la ville future arabe, notamment en s'inspirant d'exemples soit pris dans la ville du Caire, soit dans les villes en construction, les mégapoles du Golfe. Et puis une deuxième partie, à la sortie de l'exposition, c'est la visite du jardin éphémère qui va être conçu par Michel Pénat, ici présent, et son équipe, et qui a pour objet de, en quelque sorte, construire pendant 6 mois, ouvrir au public pendant 6 mois, un jardin qui va vivre véritablement, qui a fait l'objet d'une mise en compétition entre plusieurs paysagistes. Ça a été un très beau travail dans la mesure où il a fallu d'abord définir un programme. Et donc nous allons inviter les visiteurs à monter
par un système de passerelles imaginé par Michel Pénat sur le cube que vous voyez à l'entrée de Lima, qui va être transformé en observatoire, en tour d'observation, du sommet de laquelle les visiteurs découvriront une anamorphose, c'est-à-dire une image recomposée, mais qui n'est visible, perceptible que d'un seul point, et qui représentera quelque chose dont je ne vous dirai rien, parce que je vous laisse le soin de la découvrir le jour de la visite, mais qui a évidemment à voir avec la notion de paradis, la notion de paix et la notion d'infini. Je crois que j'en ai déjà dit un peu trop. Et donc, redescendant par la tour, les visiteurs pourront poursuivre leur chemin à 5-6 mètres de haut, au-dessus du parvis de Lima, et redescendre le long de Jussieu de manière progressive, en faisant le tour du parvis, sur lequel les jardins seront suspendus, puisqu'ils seront en pente inclinée jusqu'à 5 mètres de haut, si bien qu'on pourra voir les jardins de ces passerelles par en dessus, et arriver en bas, on les verra par en dessous. Et donc, au-dessous de ces jardins, d'abord, il y aura de l'ombre, et puis il y aura des activités diverses que vous pouvez imaginer en plein cœur de l'été. Bref, c'est un très beau projet qui n'aurait pas de sens s'il n'y avait pas de l'eau. Il y aura donc une cascade, il y aura un canal, il y aura évidemment toutes sortes de plantes qui seront agrémentées qui seront plantées là pour agrémenter la visite. On pourra, avec son billet, visiter le jardin, mais on pourra revenir pour visiter le jardin, s'y reposer, y donner des rendez-vous. Ça sera un lieu festif, j'espère, récréatif, un lieu de repos en même temps, puisqu'il sera discret, il sera entouré par une sorte de barrière, mais plutôt de palissades transparentes avec des rosiers et toutes sortes d'autres choses que vous devinerez. Je n'en dis pas plus et je passe la parole à Aurélie qui va vous dire deux mots sur l'exposition elle-même. Réellement deux mots. Donc, outre le jardin qui clôt la visite, en fait, on commence par une exposition qui a pour ambition d'expliquer un peu ce qu'est un jardin arabo-musulman, puisqu'on est parti sur une période chronologique assez large. On va commencer avant l'islam pour montrer un petit peu comment les hommes ont apprivoisé la nature, ont créé des jardins, dans quel but. Et ensuite, on va essayer de donner un petit peu les codes ou la grammaire des jardins arabo-musulmans sur une étendue très vaste, puisque on a pris, en tout cas comme cadre géographique, on va de l'Espagne à l'Inde. Donc on passe par effectivement toute l'Afrique du Nord, le Proche-Orient, le Moyen-Orient, et on va jusqu'en Iran et en Inde. Mais c'est pour montrer aussi cette diversité des jardins arabo-musulmans, et aussi une forme de grammaire vraiment qui peut s'inscrire malgré les différences sur ces territoires et malgré aussi une chronologie très large, puisque l'autre ambition du projet, c'est d'aller jusqu'à la période contemporaine. Et non seulement on va décrire ces jardins, on va l'expliquer leur fonction aussi, cette idée de jardin clos, jardin public, mais on va aller jusqu'à aujourd'hui pour parler des questions d'implantation des jardins dans les villes contemporaines, des questions de ville durable, et introduire ces notions-là aussi dans l'exposition, ce qui sera une grande première, puisque ce sera à la fois une exposition patrimoniale, une exposition d'urbanisme et d'architecture, avec le jardin qui sera au centre du propos. Voilà. Je m'arrête là. Ces propos étaient tenus non pas par Aurélie Clément et Claude Mollard, mais par Sylvie de Ponte, qui s'est exprimée par nos voix, qui était retenue par d'impérieuses nécessités, mais qui est la commissaire de cette manifestation. Nous aurons l'occasion, vous aurez l'occasion, notamment les scénographes, de présenter le projet dans quelques mois, lorsqu'il sera pleinement défini. Je crois qu'il était prévu aussi que M. Éric Delpont... Non, c'est sur mes notes. Mais...
Bien, écoutez, donc Éric Delpont, dont j'ai indiqué tout à l'heure à quel point son musée était en pleine métamorphose, les expositions qu'il prépare, et notamment en ce moment Desdemone, et quelques autres dont vous avez la liste. Voilà. Ce que je vous propose, c'est d'interroger les uns les autres, soit maintenant, soit, puisque vous les connaissez de manière plus informelle, autour d'un verre. Y a-t-il des questions formelles que vous souhaitiez, publiques que vous souhaitiez poser? Oui, Catherine, finalement, vous savez, ça fait plus d'1 heure et demie que nous épuisons, pas nous, mais la patience de nos hôtes. Bien, écoutez, à tout de suite autour d'un verre.